tellement de sorties, tellement d'innovations technologiques en ce moment dans le domaine de la vidéo. Il fallait absolument que je vous fasse un petit condensé de ce qui est sorti depuis mi-septembre à peu près jusqu'à aujourd'hui au 3 novembre et même peut-être prédire un petit peu ce qui va sortir et que je vous donne mon avis sur ces produits. Évidemment, il y en a tellement que je ne peux pas tout citer. On va se concentrer principalement sur les caméras de tout type et ne pas oublier, comme la moitié d'entre vous à peu près qui regardent ces vidéos, de t'abonner tout simplement. T'as juste à presser le bouton s'abonner, mettre la petite cloche et le notif, ça fait extrêmement plaisir, c'est hyper important et ça prend qu'un clic. On commence donc sur le plus cher, la Red V Raptor. Red a annoncé sa nouvelle caméra, et c'est pas juste une nouvelle caméra, c'est carrément un nouveau boîtier, beaucoup plus petit, qui est un peu plus gros que la Komodo, mais qui reste vraiment tout petit pour ce que c'est. Je sais que cette caméra est accessible à peu près à 0,01% des gens qui regardent cette vidéo, mais c'est juste technologiquement parlant, c'est intéressant, et c'est un peu la figure de proue en termes de technologie caméra, et c'est beau un petit peu de voir ce qu'ils arrivent à faire aussi, c'est pour ça que j'en parle. Cette Red Raptor, c'est tout simplement un capteur full frame capable de filmer en 8K jusqu'à 120 images par seconde. Ça va pour vous? Nickel. Une gamme dynamique annoncée à plus de 17 stops, des grosses améliorations en low light. Là, on peut filmer de manière assez clean à 3200 ISO par exemple, ce qui est déjà un bon step up. De la 4K à 240 images par seconde et de la 2K à 480 images par seconde, c'est tout simplement démentiel. À noter, attention, quand vous filmez sur une RED et que vous descendez de la résolution de base, ça crop dans l'image. Donc la 4K c'est un crop de 2 et la 2K c'est un crop de 4, donc c'est très violent. Ce qui est révolutionnaire entre guillemets ici, c'est qu'on vous donne de la 8K qui monte jusqu'à 120 fps pour un prix plus accessible. Enfin, tout est relatif, mais le boîtier nu commence chez TRM, il a 20 600 € hors taxe. Bon, avec les accessoires etc, vous êtes facilement à 25 000 hors taxe, même peut-être jusqu'à 30 000. Une carte de 660 Go c'est 1000 balles. Et avec 660 Go, vous pouvez enregistrer 13 minutes de 8K 120 fps. Voilà, mais c'est un beau bond en termes de prix, en termes d'accessibilité, et ça montre que on augmente de plus en plus dans les capacités, et au niveau du boîtier, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, donc ça va convenir aussi à beaucoup plus de gens en termes de mobilité. Il faut qu'on parle d'une sortie de chez DJI qui a un petit peu tout bouleversé de par le fait que c'est juste révolutionnaire, le Ronin 4D. La technologie et ce que ça propose comme système tout court est juste incroyable. Puisque le Ronin 4D c'est tout simplement à la fois une caméra et un gimbal tout en même temps. En plus, là où un gimbal traditionnel va stabiliser sur 3 axes et ne va pas prendre en compte l'axe Z, souvent celui où il y a les rebonds quand on marche, etc. Là, c'est compté, il y a un stabilisateur 4 axes qui est intégré à la caméra, enfin où la caméra est un stabilisateur 4 axes. C'est un peu compliqué à expliquer, mais vous voyez aux images à quoi ça ressemble. En termes de spec, ça filme donc en D-Log, en 6K ou en 8K dépendamment du modèle, en full frame, du ProRes RAW en interne, des filtres ND intégrés, un écran 5,5 pouces, des commandes hyper bien pensées qui peuvent s'ajuster, etc. Alors évidemment, il y a quelques désavantages, c'est quelque chose d'assez lourd et qui va être aussi très encombrant en termes de transport, genre vraiment très encombrant, ça se replie pas, on a un tout petit sac. L'emmener en voyage, clairement, c'est pas possible. Il y a différentes montures, vous pouvez utiliser les objectifs DJI qui sont habituellement utilisés sur les drones Inspire, vous pouvez utiliser aussi d'autres marques, le souci étant que l'objectif que vous allez mettre doit faire maximum 1 kg. Sinon, ça ne s'équilibrera pas sur le gimbal intégré. Un truc incroyable, c'est que l'autofocus se fait pas via le capteur, via la caméra elle-même, mais via un capteur LiDAR qui est posé au-dessus. Ce qui fait que tu peux, avec des objectifs qui sont manuels, avoir en fait l'autofocus puisque c'est le moteur qui va faire tourner la roue. Je voyais notamment un test de Philippe Bloom qui fait ça avec un 35 mm f0.95 et le résultat, il est assez bluffant. Moi, ce qui me fait peur quand je vois ça, c'est que les gens achètent ça et le n'utilisent que comme un gimbal et ne pensent pas à faire autre chose. Même si c'est libre, ça limite beaucoup les prods et les mouvements, etc. Et faut pas faire que des mouvements en gimbal, c'est un piège. Il y a quand même un système qui lock le Ronin 4D, ce qui fait que tu peux l'utiliser un peu comme une caméra à la main levée et avoir un peu de shake, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet de pas complètement bloquer le truc. Après, honnêtement, est-ce que ça peut être utilisé complètement comme setup unique et que t'aies pas besoin de caméra à côté? Je trouve ça assez difficile. Enfin, le marché, je sais pas vraiment pour qui il est parce que ça va jamais convenir pour tous les scénarios. Et le prix aussi, évidemment, le met dans une gamme un peu au-dessus, puisqu'on est à 7 000 € pour la version 6K et 11 000 € pour la version 8K. Donc déjà, voilà. Moi, honnêtement, avec ce budget-là, je préfère prendre une C70, une FX6, un gimbal à côté, et ce sera peut-être plus simple. Je suis pas convaincu par le tout en un, mais ça peut convenir à certaines personnes. Voilà. C'est vraiment hyper osé, réfléchi, et juste pour ça, bravo DJI, fallait oser. Il est temps d'aborder un fight entre deux boîtiers qui sont un peu dans la même gamme de prix, le EOS R3 de Canon et le Nikon Z9. Déjà sur le papier, c'est deux monstres, hein. Vraiment ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils savaient, et c'est mis dans ces deux boîtiers. Le R3, le Z9, c'est quoi? C'est tout simplement deux boîtiers vraiment monoblocs qui ont quand même été réduits en termes de taille et un peu de poids, il me semble, par rapport à leurs ancêtres réflexes,
Perso, j'ai eu le R3 en main fin août, même pas montré encore, j'avais déjà pu le prendre en main, et il est beaucoup plus léger, il fait quand même 1 kg, mais ça fait vraiment une impression de légèreté et surtout de petitesse qui est assez étonnante. Le Z9 je l'ai pas eu en main, Nikon, si vous voulez m'en envoyer un pour regarder un peu à quoi ça ressemble, n'hésitez pas. Chez le R3 c'est 24 mégapixels contre 45,7 sur le Z9, donc il y a vraiment des choix qui ont été faits. Typiquement je pense que chez Canon c'est en mode, c'est vraiment fait pour des gens qui font de la photo sportive, un petit peu d'animalier ou de l'événement, et où du coup t'as pas besoin pour envoyer à l'AFP derrière d'avoir 45 mégapixels, mais d'un côté c'est sympa aussi d'avoir 45 mégapixels pour faire des agrandissements. Après en termes de taille de fichier, du coup c'est beaucoup plus lourd, donc voilà, c'est deux choix différents, mais en soi les deux sont bons. Le truc du Z9 c'est que c'est le premier boîtier au monde qui n'a pas de shutter mécanique, c'est qu'un shutter électronique, on fait plus semblant. Le bruit que tu entendras, le clic-clic, c'est un faux bruit numérique, audacieux. Sur le Canon, grosse révolution technologique et première mondiale également, tu as un eye autofocus, en gros le viseur analyse ton œil et en fonction d'où tu regardes dans le viseur, il y a genre un point qui représente ton regard dans le viseur et qui va venir faire le focus là. Honnêtement je l'avais testé alors avec mes lunettes et vu ma correction type loupe archi violente, ça n'avait pas marché parce que en fait moi je peux même pas coller le viseur complètement avec mes lunettes, c'est vraiment galère. En tout cas c'est hyper intéressant d'un point de vue technologique, c'est une première donc c'est le truc qui est pas parfait. Le Z9 en termes de buffer, ça c'est incroyable, il est capable à 20 images par seconde d'enchaîner jusqu'à 1000 photos d'affilée sans faire de pause, et du coup tu peux faire 1000 images d'affilée à 45 mégapixels à 20 photos par seconde sans souci. Et il y a même un mode qui permet de faire 120 images par seconde en photo, avec des JPEG de 11 mégapixels, mais en soi pour de la presse etc ça peut suffire, et c'est assez fou de voir 120 photos en rafale par seconde. Un peu dément. En vidéo sur le R3 on a du C-Log 3 en H265 uniquement, donc attention à votre machine, va falloir avoir quelque chose qui pousse bien pour lire ça correctement. De la 4K 100 images secondes en 422 10 bits, il y a du Canon RAW en 6K jusqu'à 50 images par seconde en 12 bits. Rien que ça, donc là pas mal niveau vidéo, mais le Nikon n'en démord pas, il fait de la 8K. Sans crop, donc là voilà, c'est encore une fois complètement différent pour l'un et pour l'autre. La 8K, est-ce que c'est utile ou pas? Honnêtement, il y a un mode crop qui, sans perte de qualité quasiment, permet de faire un crop de 2,3, donc pour zoomer punch-in c'est très bien. Ils annoncent aussi un nouveau format qui sera le Nikon RAW en 12 bits qui pourra monter sur ce Z9 jusqu'en 8K 60 images par seconde, c'est annoncé, on sait pas quand ça sortira. Bref, deux choix complètement différents, et vraiment les deux sont très bien, mais ils ont chacun des avantages que l'autre n'a pas, et les deux sont au prix de 5900, enfin 6000 balles, 5999 exactement. Donc vraiment on est sur deux concurrents absolus, et c'est trop intéressant de les voir un petit peu se tirer la bourre. Ça met une petite claque au Alpha One, clairement. En parlant de Sony, switchons maintenant sur le Sony A7 IV. Ça reste un boîtier fait pour être ultra polyvalent entre photo et vidéo. C'est vraiment pour des gens qui ont soit pas le budget, mais surtout qui ont besoin des deux en même temps. 33 mégapixels au niveau du capteur. On a les nouveaux menus Sony. Alléluia. Un écran rotatif, alléluia. T'as une amélioration des couleurs pour enlever cette teinte rosâtre absolument affreuse qu'il y avait surtout sur les visages, et l'intégration du S-Cinétone qui a un profil absolument magique pour quasiment sans aucun étalonnage avoir un résultat hyper propre. Alors bon, jusque là c'était super, et là on arrive au Quick, au High, au Ouch, 4K 50 en H265 avec un crop. Franchement là ils ont pas géré je trouve, enfin c'est dommage tout simplement. Je pense que c'est dû au fait que c'est un combo photo vidéo, que ça donne ça empêche un petit peu de faire des choses, là où la 7S3 a un tout petit capteur en termes de mégapixels qui est optimisé pour la vidéo, là il fallait les deux, et aussi surtout pour pas que ça vienne trop manger sur des FX3, des FX6 à 7S3. Je pense que c'est un choix marketing avant tout, et j'ai noté 3 nouveautés qui sont hyper intéressantes. On a une genre d'aide à l'autofocus, en fait là t'as un système où tu vas juste donner un petit coup de focus pour changer le focus. En gros tu l'aides à comprendre que tu veux faire une transition, et après ce qu'il fait c'est qu'il va pas reprendre le sujet il va rester sur le fond. Tu peux aider l'autofocus à comprendre ce que tu veux et avoir des transitions beaucoup plus douces. Ça c'est top. T'as aussi un nouveau système qui n'est plus un focus picking. Là t'as le focus mapping. C'est un peu bizarre, c'est un effet un peu de pixel qui en gros te montre clairement la zone de mise au point complète, mais tu vois clairement ce qui est en focus et clairement ce qui ne l'est pas. Et il y a une aide aussi pour enlever le focus breathing. Le focus breathing c'est quoi? C'est en fait quand tu as des objectifs plutôt photo, quand tu rack focus entre un sujet au focus premier plan et arrière-plan, tu as un petit zoom, un effet de zoom qui peut se voir plus ou moins suivant les optiques, mais qui est vraiment pas agréable. Là ils ont mis une fonction qui permet de l'annuler seulement sur certaines optiques Sony, évidemment. Ça fait en fait un crop de 8% et ça permet tout simplement d'annuler l'effet. Bon, c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. En termes de prix, on a 2800 €, donc quand même un petit peu 500-600 € plus cher qu'un A7 III neuf. L'A7 III baisse aussi en prix, donc ça peut être intéressant. Si vous voulez un boîtier polyvalent, c'est une super alternative, je peux pas dire autrement. Ça a l'air vraiment d'être une belle bête.
Dans le monde des mobiles, il y a aussi beaucoup de nouveautés. Il y a surtout l'iPhone 13 Pro. Je suis moi-même du coup passé chez Apple officiellement. J'attends aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, mon iPhone 13 Pro pour l'emmener puisque je pars dans 2 jours en voyage et j'aimerais vraiment l'avoir pour faire des images avec, mais c'est pas sûr. L'iPhone 13 Pro, c'est tout simplement 2 nouvelles optiques plus lumineuses. Il y a 3 objectifs, un grand angle, un classique et un téléphoto qui sont vraiment de qualité très bonne. Bon, je le fais court hein, parce que vous avez sûrement déjà entendu, mais quand même, le mode cinématique hyper intéressant qui permet en fait de faire un faux rack focus avec un peu d'aide artificielle, comme le mode portrait en photo mais en vidéo. C'est pas parfait du tout en termes de rendu. Sur un grand écran ça se voit que c'est des masques et que c'est créé par ordinateur, mais sur du contenu mobile honnêtement ça se voit quasiment pas et c'est assez bluffant, sauf que pour l'instant c'est limité à de la 1080p à 30 fps, ce qui est complètement naze, et surtout l'ajout et la possibilité de filmer en ProRes dans un iPhone, ce qui n'a aucun sens, mais qui amène une qualité qui est assez folle pour des petits téléphones, pour des smartphones quoi. J'ai hâte de le tester, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que voilà, je voulais voir et peut-être faire carrément une vidéo de voyage juste avec ça en challenge. Une transition très rapide vers le sponsor de cette vidéo qui est moi-même, pour vous parler tout simplement de ma formation au tournage et au montage. J'ai fait une formation qui dure un peu plus de 10 heures où je vous apprends toutes les bases de la vidéo, toutes mes astuces aussi pour le tournage et bien sûr toutes mes techniques de montage. Ça va vraiment vous apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Le but c'est d'aller à l'essentiel. Il y a en plus de ça plein de clips à télécharger, filmés à Tahiti, en Patagonie. Il y a énormément de contenu bonus. Je vous mets une petite réduction exclusive par rapport à cette vidéo. Le lien est en description, n'hésitez pas à aller checker. On finit avec quelques petits amuse-gueules, les petites caméras. On a la GoPro Hero 10. Pas très surprenante, 5,3K en 60 fps, 4K 120. Une meilleure stabilisation, meilleur processeur, bon c'est classique de chez GoPro, tous les ans ça s'améliore un petit peu. Il y a 2-3 fonctionnalités qui sont sympas, notamment une fonction qui permet de faire des photos de genre 8 mégapixels en rafale 1,5 secondes avant de presser le déclencheur et 1,5 secondes après pour prendre des photos en action et tout, ça peut être cool. Enfin bref, il y a pas mal de petites fonctionnalités qui ont été repensées, la stabilisation est toujours incroyable et la qualité honnêtement fonctionne vraiment bien. Pour la caméra de sport c'est top. Et DJI, là ils sont arrivés et ils ont encore retourné le game avec un autre produit qui a rien à voir avec le Ronin 4D, le DJI Action 2, c'est la suite de l'Osmo Action qui ressemble à une GoPro. Là on est vraiment sorti de la GoPro, ça ressemble pas du tout à ça. En gros c'est un petit cube littéralement minuscule qui fait 50 grammes, qui fait de la 4K 120. Rien que ça. La qualité est vraiment pas trop mal, c'est une qualité GoPro classique, il y a une stabilisation Rocksteady qui est vraiment pas mal. Il y a des modules qui viennent se clipser de manière magnétique, il y a notamment un module avec un écran pour avoir un écran de frontal pour pouvoir vlogger avec, et il y a aussi un module pour rajouter de la batterie, parce que vous vous doutez bien que dans un petit carré comme ça, la batterie est pas très longue évidemment. Il y a plein d'accessoires vraiment sympas, notamment un petit collier que tu peux mettre à l'intérieur de ton t-shirt, et tu peux venir magnétiser la caméra dessus pour faire un petit plan POV entre les bras. Enfin bref, c'est trop intéressant technologiquement, j'ai hâte de voir la version d'après qui sera peut-être un peu plus repensée, etc. Actuellement ça coûte avec les modules à peu près un peu plus de 500 € quand même. Technologiquement, c'est comme le Ronin 4D, DJI, ils sont là, ils déconnent pas. Et en parlant de DJI, il y a une autre annonce qui sera faite logiquement vendredi, il me semble, qui annonce logiquement le Mavic Pro 3. On va faire un jeu, je vais vous faire des prédictions de ce que ça donnera, et Maxime au montage, tu me dis si j'ai raison ou tu me bipes si j'ai tort. Bon, en vrai, il y a quasiment tout qui a été leak. On partirait donc sur 2 caméras, 2 capteurs, déjà, ça commence très fort. Un capteur micro 4 tiers, incroyable, pour un drone c'est fou, ça n'existe pas dans des drones aussi petits. Une caméra donc de 24 mm en micro 4 tiers, avec un diaph variable, qui filme jusqu'en 5,2K, et un objectif téléphoto de 160 mm, bon 1/2 pouce, hein, donc c'est beaucoup plus petit, mais 160 mm ça peut donner des perspectives incroyable en vol avec des effets de parallaxe et tout de fou. On serait sur un prix assez cher par rapport aux autres, au moins 1600 € nus, sans accessoires. Évidemment, le poids augmente aussi, il y a 2 caméras, etc. Je pense qu'on se rapproche du kilo, 900 grammes et quelques à mon avis. Et par contre, la batterie et l'autonomie ont été augmentées. On serait à 46 minutes de vol, ce qui est énorme. DJI, ils sont là, c'est vraiment la boîte la plus innovante du marché, quoi. Vraiment, ils s'arrêtent pas, quoi. Voilà, j'en ai fini, on mettra peut-être pas tout le matos que j'ai cité ici au montage, parce que ça fait beaucoup de temps de rush, mine de rien, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de techniques. Si vous aimez les vidéos qui parlent de matos, je vous mets ici une vidéo où on teste une poignée caméra à 2500 balles, et ici on teste un système ergonomique pour alléger le poids de votre setup, qui coûte aussi 1500 balles, un peu cher. Merci d'avoir regardé, et à la semaine prochaine.